Imaginons un instant. On est au volant, sur une immense autoroute super dégagée. Le scénario parfait pour conduire. Voilà, le moteur ronronne doucement, on a les mains fermement posées sur le cuir du volant, le regard fixé sur l'horizon. Et là, le sentiment de maîtrise, il est total, absolu. On est le seul maître à d'or, quoi. C'est ça. Mais soudain, il y a un détail troublant qui nous saute aux yeux. En regardant de plus près la colonne de direction, on réalise que le volant n'est relié à rien du tout. Ah, Ouais, c'est juste un bout de plastique, un simple accessoire. Et la voiture, en fait, elle roule toute seule. Elle navigue à toute vitesse grâce à un pilote automatique complètement invisible. c'est une image terrifiante, mais tellement percutante. Et je dirais que c'est la métaphore parfaite pour décrire ce vertige intellectuel qu'on éprouve quand on commence à disséquer le cerveau humain. C'est exactement pour explorer ce vertige qu'on plonge aujourd'hui dans cette nouvelle analyse. Parce que on chérit tous cette illusion de contrôle, cette idée que notre conscience est le capitaine à bord. Alors que la réalité est bien plus mécanique, en fait. Et c'est là que notre démarche prend tout son sens. Pour les personnes qui nous écoutent en ce moment, le but de notre exploration d'aujourd'hui, c'est de prendre le livre Manuel de psychologie humaine de Robert Mercier et d'en extraire la moelle. Un ouvrage fascinant, vraiment. Totalement. Et la mission, c'est de comprendre comment notre cerveau fonctionne réellement sous le capot. On va décortiquer ces mécanismes cachés qui dictent nos choix, nos souvenirs, nos interactions. Et ce qui est génial avec ce livre, c'est qu'il ne s'adresse pas qu'aux chercheurs en blouse blanche. Ah non, pas du tout. C'est super accessible. Et le truc génial, c'est que l'auteur commence par un véritable dynamitage en règle des mythes psychologiques qu'on connaît tous. Il y va franco, oui. Prenons le plus célèbre. Cette idée tenace qui dit que l'être humain n'utiliserait que 10% de son cerveau. J'avoue que personnellement, j'ai toujours eu un problème avec ça. Ah bon, pourquoi? La science dit que c'est faux, d'accord? Mais pourtant, on a tous connu ces moments d'hyperconcentration, ce fameux état de flow où on a littéralement l'impression de passer à la vitesse supérieure. Oui, l'impression de débloquer un potentiel caché. Exactement. Donc, si on utilise déjà 100% de notre cerveau en permanence, il se passe quoi dans ces moments-là? C'est une excellente contradiction à soulever. En fait, l'erreur de ce mythe des 10%, c'est de voir le cerveau comme un disque dur d'ordinateur. Genre un réservoir qu'on pourrait remplir au fur et à mesure. Voilà, c'est ça. L'imagerie médicale, l'IRM, est catégorique là-dessus. Sur une journée complète, 100% de nos zones cérébrales sont sollicitées. 100%. Donc le mythe est vraiment mort. Complètement mort. Mais, et c'est là que réside l'explication de votre état de flow, toutes ces zones ne sont pas activées en même temps. Ah, d'accord. Et ça, c'est pour une raison purement biologique, l'énergie. Notre cerveau, il représente à peu près 2% du poids de notre corps, mais il pompe 20% de notre énergie. C'est énorme. C'est colossal. Donc si toutes nos synapses s'activaient simultanément à 100% de leur capacité, On exploserait en vol. presque, la demande énergétique serait tellement massive que ça déclencherait une crise d'épilepsie généralisée ou carrément une surchauffe fatale. Ah ouais, d'accord. Donc ce n'est pas du tout une question de volume inutilisé, c'est juste de l'allocation dynamique d'énergie. C'est exactement le terme. Du coup, quand je suis dans un état de flow, mon cerveau ne s'allume pas davantage. Il fait juste éteindre tout ce qui n'est pas pertinent pour concentrer tout le courant sur ma tâche. Voilà. C'est une question d'efficience de réseau, pas de capacité de stockage. C'est dingue. Mais du coup, pourquoi notre société s'accroche autant à cette idée des 10% si c'est si faux? Parce que notre esprit déteste l'anxiété. Le cerveau, biologiquement parlant, c'est ce qu'on appelle un avare cognitif. Un avare cognitif? C'est-à-dire qu'il est radin avec ses efforts? Totalement radin. Il cherche en permanence à économiser de l'énergie de réflexion. Et croire qu'il nous reste 90% de potentiel magique inexploité, c'est infiniment plus confortable. C'est clair. C'est plus sympa que de se dire qu'il faut bosser dur pour progresser. Exactement. C'est une belle histoire qui nous rassure sur nos propres limites. Et j'imagine que c'est la même mécanique qui nous fait croire à des trucs comme les opposés s'attirent en amour. Oh, le grand classique des comédies romantiques. Voilà. Alors que la recherche montre bien que la longévité d'un couple, ça repose sur de profondes similarités de valeurs. Tout à fait. Ou même ce concept de la crise de la quarantaine. On s'imagine tous une chute libre du bonheur vers 45 ans, alors que les études sociologiques prouvent que la courbe remonte en flash passé la cinquantaine. C'est un peu ça. On utilise ces fables, en fait, pour rationaliser nos angoisses. Pour se rassurer, quoi. Oui. La crise de la quarantaine, typiquement, c'est un scénario préécrit. Si quelqu'un ressent un malaise passager dans sa vie, c'est beaucoup moins coûteux pour son cerveau de se dire « Oh c'est la crise de la quarantaine, j'y peux rien ». C'est ça. C'est inévitable.
Et ça évite de faire une introspection douloureuse sur ses propres choix de carrière ou de vie. Ces mythes, Mercier explique bien que ce sont des amortisseurs cognitifs. Des amortisseurs cognitifs, j'aime beaucoup l'expression. Donc je comprends bien la mécanique. Notre cerveau nous raconte des bobards pour nous rassurer quand on est seul. Oui, il nous ménage. Mais du coup, si notre esprit est déjà si enclin à la paresse quand on est isolé, qu'est-ce qui se passe quand on interagit avec d'autres cerveaux? Ah, là, on entre dans le vif du sujet. En fait, dès que l'individu intègre un groupe, la priorité neurologique change du tout au tout. Elle passe à quoi? Elle passe de la recherche de la vérité à la préservation de l'appartenance sociale. Ah ouais. Et c'est là qu'intervient la fameuse expérience de Solomon Asch sur le conformisme. Une expérience fondatrice en psychologie sociale. Pour ceux de notre audience qui ne la connaissent pas, c'est ce test classique où on demande à un sujet de comparer la longueur de plusieurs lignes tracées sur un carton. C'est bien ça? C'est ça, une tâche visuelle d'une évidence totale. Un enfant de 5 ans réussirait. Voilà. Sauf qu'on a placé des acteurs dans la pièce. Et ces acteurs donnent tous délibérément la mauvaise réponse. Avec beaucoup d'aplomb en plus. Et au final, l'étude montre que 75% des vrais sujets finissent par donner la même mauvaise réponse que le groupe. 75%. C'est énorme. Mais la vraie question qui me taraude ici, c'est le comment. Est-ce que la personne ment consciemment pour pas faire de vagues, ou est-ce que la pression du groupe, ça altère vraiment sa vision? C'est la question centrale. Et les neurosciences modernes y ont répondu d'une manière assez, disons, terrifiante. Racontez-nous. Pendant des décennies, on pensait que c'était de la pure complaisance sociale. On se disait que le sujet savait très bien que la ligne A était plus courte que la ligne B, mais qu'il mentait juste pour s'intégrer. Pour pas avoir l'air bête devant tout le monde. Exactement. Sauf que, récemment, on a refait cette expérience d'Asch sous IRM fonctionnel. Oh! Et on a observé que ce n'est pas du tout le cortex préfrontal, c'est-à-dire la zone de la décision consciente, qui s'allume en premier. C'est quoi alors, Evelyn? C'est le cortex visuel et l'amygdale. Attendez, vous êtes en train de me dire que le cerveau modifie littéralement le traitement de l'image en temps réel? C'est l'hypothèse la plus robuste aujourd'hui, oui. La peur d'être exclu du groupe est si forte qu'elle pirate nos propres nerfs optiques. C'est un truc de fou. Mais pourquoi l'amygdale s'en mêle? C'est le centre de la peur, non? C'est ça. L'amygdale détecte le désaccord avec le groupe comme une menace mortelle. Parce que dans notre passé préhistorique, l'exclusion de la tribu, ça signifiait la mort certaine. Ah seul dans la savane, on fait pas long feu. Voilà. Donc pour éteindre cette alarme interne, le cerveau corrige carrément la perception visuelle pour l'aligner sur la réalité du groupe. C'est de la survie pure et simple. C'est fascinant et effrayant à la fois. Et j'imagine que c'est ce même mécanisme qui explique le côté un peu plus sombre de cette dynamique, comme l'effet spectateur. Tout à fait. L'effet spectateur, c'est l'autre face de la médaille de cette pression sociale. On cite souvent l'affaire Kitty Genovese pour illustrer ça, cette jeune femme agressée à New York dans les années 60. Une affaire tragique. Pendant que ses voisins regardaient par la fenêtre sans intervenir. Et pendant super longtemps, la presse a vendu ça comme l'effondrement moral de la société moderne. L'apathie urbaine absolue, on disait. C'est ça. Mais les chercheurs Latané et Darley ont prouvé que la morale n'avait rien à voir là-dedans, n'est-ce pas? Rien du tout. Ce n'est pas de la cruauté ou de l'indifférence. C'est une équation mathématique mentale qu'on appelle la diffusion de la responsabilité. Comment ça marche concrètement? C'est un calcul d'effort et de risque géré de manière subconsciente. Si une personne est le seul témoin d'une urgence, 100% de la responsabilité morale et sociale d'intervenir repose sur ses épaules. Logique. Elle est seule, elle doit agir. Mais si on est 10 témoins, le cerveau divise instantanément cette pression par 10. Ah ouais. Chacun ne se sent responsable qu'à 10%. Exactement. Et du coup, la charge cognitive de l'action devient inférieure au seuil de déclenchement. Le cerveau se dit « il y a 9 autres personnes, l'une d'entre elles est sûrement plus compétente, un médecin ou un policier, elle va agir ». En gros, c'est l'équivalent extrême du travail de groupe à l'école, où tout le monde attend que l'autre fasse le premier pas. C'est une super analogie, et ça aboutit à une paralysie systémique totale du groupe. Mais ce qui est vital à retenir ici pour ceux qui nous écoutent, c'est pas juste de faire ce constat déprimant. Mercier donne une vraie technique de survie. Ah oui, une technique indispensable. Il explique que si on se trouve en danger, au milieu d'une foule, crier au secours dans le vide, c'est la pire idée. Ça ne sert à rien. Parce que ça s'adresse au groupe comme à une entité abstraite. La méthode, c'est de pointer une personne précise du doigt, de la regarder dans les yeux et de lui donner un ordre direct, du genre « Vous, avec l'écharpe bleue, appelez une ambulance ». C'est la seule façon de briser le cycle. J'aimerais qu'on dissèque ça. Il se passe quoi dans le cerveau de cette personne à l'écharpe bleue à la seconde où on la pointe du doigt? Eh bien,
En la désignant spécifiquement, on détruit son anonymat au sein de la foule. On la sort du groupe, en fait. Voilà. Mécaniquement, on force son cortex préfrontal à reprendre le contrôle sur le comportement grégaire automatique. La diffusion de la responsabilité s'effondre. Et la responsabilité remonte à 100% sur elle. Exactement. Son cerveau évalue alors un nouveau risque immédiat, l'opprobre social, direct, si elle et elle seule n'agit pas alors qu'elle a été ciblée. Donc l'action devient inévitable. C'est du piratage psychologique pur et simple. C'est fou. Mais ça m'amène à une réflexion un peu déstabilisante, pour être honnête. Je vous écoute. Si la simple présence de 3 ou 4 personnes autour de moi peut altérer ce que je vois ou paralyser ma morale, est-ce que je peux au moins faire une confiance aveugle à mes propres souvenirs, au sanctuaire de mon esprit, quoi? Si on se fie aux travaux d'Elisabeth Loftus, la réponse est un non catégorique. Oh non. Si, l'idée qu'on a de la fiabilité de nos souvenirs, c'est peut-être notre illusion la plus tenace. La mémoire n'a rien à voir avec une caméra de surveillance qui graverait des vidéos sur un disque dur. L'expérience fondatrice de Loftus sur les accidents de voiture est édifiante à ce sujet. C'est un classique, oui. On montre la même vidéo d'un accrochage entre 2 voitures, à plusieurs groupes. Et ensuite, on pose une question super simple, mais avec une petite nuance de vocabulaire. Une nuance qui change tout. Au premier groupe, on demande à quelle vitesse roulaient les voitures quand elles se sont heurtées, et au second groupe, à quelle vitesse roulaient les voitures quand elles se sont fracassées. Le mot fracassé, voilà le déclencheur. C'est ça. Le simple fait d'utiliser ce mot a poussé les témoins à affirmer qu'ils se souvenaient avoir vu du verre brisé sur la route, alors qu'il n'y en avait pas une seule miette dans la vidéo. Pas un seul débris. Mais comment le cerveau peut-il halluciner un détail aussi précis juste à cause d'un mot entendu après coup? Ça s'explique par un processus neurologique qu'on appelle la reconsolidation synaptique. Ok, c'est un grand mot. Ça veut dire quoi en clair? Ce qu'il faut comprendre, c'est que se souvenir de quelque chose, ce n'est pas un acte de lecture, c'est un acte de création. De création. Donc on invente nos souvenirs. En partie, oui. À chaque fois qu'un souvenir est rappelé à votre conscience, le réseau de neurones qu'il contient devient instable, malléable. Comme de la pâte à modeler? Exactement. Le cerveau va utiliser les informations disponibles dans l'environnement immédiat pour reconstruire le souvenir, avant de le ranger à nouveau. Et donc, en insérant le mot « fracassé » dans la question, On fournit une nouvelle brique d'information. Le cerveau utilise sa logique déductive inconsciente et se dit « s'il y a un fracas, il doit y avoir du verre brisé ». ah ouais, Il intègre donc ce verre brisé dans l'image mentale, et lors de la sauvegarde suivante, ce faux détail est encodé comme une vérité absolue. j'aime beaucoup cette analogie que l'on entend parfois, qui dit que notre mémoire, c'est comme une page Wikipédia. N'importe qui, y compris nous-mêmes, peut aller modifier le texte. C'est une très bonne image. Sauf que le côté flippant, c'est qu'il n'y a pas d'onglet « Historique des modifications » dans notre cerveau pour vérifier la version d'origine. On est persuadé que le souvenir trafiqué est le vrai. On mettrait notre main au feu tellement on y croit. C'est clair. Et si on pousse un peu plus loin, ce manque de fiabilité, il ne touche pas que le passé. Il pollue aussi notre jugement immédiat dans le présent. Oui, via de nombreux biais cognitifs. Notamment l'effet de halo, dont parle beaucoup Mercier. Absolument. L'effet de halo, théorisé par Thorndike, c'est un biais heuristique monumental. En gros, c'est la tendance de notre cerveau à généraliser une caractéristique positive, observable d'une personne, à l'ensemble de sa personnalité, c'est ça, hein? C'est la définition exacte. Concrètement, si une personne possède des traits physiques très symétriques, donc qu'elle répond au canon de beauté, notre cerveau va automatiquement la juger plus intelligente. Et plus morale, plus digne de confiance. Voilà. Sans aucune preuve factuelle. Mais honnêtement, j'ai quand même du mal à croire que ce soit purement biologique. Est-ce que ce n'est pas juste un énorme conditionnement culturel? C'est-à-dire, On a tous grandi avec des films hollywoodiens où le héros est magnifique, avec une mâchoire carrée, et le méchant a une cicatrice et les traits déformés. Est-ce qu'on ne fait pas que recracher cette culture? alors, la culture amplifie massivement ce biais, c'est indéniable. Elle joue un rôle énorme. Donc c'est bien ça. Oui, mais la fondation reste profondément évolutive. Dans nos environnements ancestraux, qui étaient très rudes, l'évaluation rapide d'un partenaire ou d'un allié était vitale. Il fallait juger vite pour survivre. Exactement. Et la symétrie faciale ou corporelle, c'était un indicateur direct, bien que très rudimentaire, de la résistance aux maladies et de la stabilité génétique. Ah, donc la beauté, à la base, c'est juste un signal de bonne santé pour notre cerveau primitif. C'est ça. Le cerveau a créé un raccourci. Symétrie physique égale bonne santé, donc forte valeur de survie, donc individu à qui on peut faire confiance. D'accord.
Le drame, c'est que ce vieux logiciel préhistorique tourne toujours dans notre crâne aujourd'hui. Et j'imagine que les pros du marketing l'exploitent sans pitié. Ah bah c'est pour ça qu'ils utilisent des célébrités super attirantes pour nous vendre des assurances automobiles ou des forfaits téléphoniques. Notre cerveau reptilien voit un visage symétrique, il ressent de la confiance et hop, il oublie de lire les petites lignes du contrat. C'est exactement le principe. Ils contournent l'analyse rationnelle. Bon. Si on fait le bilan à ce stade de notre discussion, c'est un peu la douche froide, hein. C'est vrai que le portrait n'est pas très flatteur. On a un cerveau qui nous ment pour économiser de l'énergie, une moralité qui s'évapore en groupe, des souvenirs qu'on peut modifier comme des brouillons, et des jugements dictés par des réflexes d'hommes des cavernes. Vu comme ça, oui, ça fait beaucoup. On a un peu l'impression d'être des algorithmes biologiques enfermés dans une boîte crânienne, sans aucun libre arbitre. Du coup, comment Mercier fait-il pour transformer ça en quelque chose de positif ? Comment on fait pour reprendre le volant de la voiture ? Eh bien, la bascule s'opère justement quand on réalise que comprendre la nature de nos biais, ça permet de les instrumentaliser. Ah, de s'en servir comme d'un outil. Voilà. Le manuel ne s'arrête pas à un diagnostic pessimiste, il propose d'utiliser l'architecture de notre cerveau à notre avantage. Ok, je veux bien un exemple de cette reprise de contrôle. La démonstration la plus spectaculaire, c'est sans doute ce qu'on appelle l'effet Pygmalion, mis en lumière par le chercheur Robert Rosenthal. Ah, l'effet Pygmalion. Pour notre audience, c'est cette idée selon laquelle nos attentes envers quelqu'un peuvent modifier ses performances réelles. C'est exactement ça. Dans l'expérience de Rosenthal, des chercheurs font passer des faux tests à des écoliers. Ensuite, ils désignent certains enfants, complètement au hasard, et disent aux profs « ceux-là, ce sont des génies en devenir Un pur mensonge. ». Totalement. Et pourtant, 1 an plus tard, ces élèves choisis au hasard avaient vraiment explosé leurs résultats scolaires. C'est presque magique. C'est bluffant. Mais on va éviter les métaphores simplistes du genre « il suffit d'y croire très fort pour que ça arrive ». Comment ça marche concrètement, d'un point de vue neurologique, entre 2 êtres humains ? C'est une excellente question, parce que ce n'est pas de la télépathie, c'est une boucle de rétroaction comportementale extrêmement fine. C'est-à-dire, il se passe quoi chez le professeur ? Quand un professeur ou même un manager en entreprise est persuadé qu'une personne est brillante, son comportement non-verbal se modifie imperceptiblement. Il sourit plus, des choses comme ça ? Oui, ces micro-expressions faciales traduisent de l'attention et non de l'impatience. Il va par exemple offrir un temps de réponse légèrement plus long avant d'interrompre la personne. Ah ouais. Et l'élève ou l'employé en face capte ces signaux invisibles ? Son cerveau les scanne en permanence, de manière inconsciente. D'accord. Et en percevant cet environnement psychologique sûr et valorisant, le taux de cortisol de l'élève va chuter. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, c'est ça ? Exactement. Et le stress inhibe les fonctions cognitives supérieures. Donc, en faisant baisser le cortisol, l'élève est libéré de l'anxiété de l'échec. Son cortex préfrontal se met à fonctionner à plein régime. Et ça favorise la créativité et la mémorisation. C'est un mécanisme purement biologique. L'attente positive de l'observateur crée carrément l'environnement biochimique nécessaire à la réussite du sujet. C'est une prophétie autoréalisatrice, mais documentée par la science. Voilà. Et si on applique ça consciemment à nos collègues, à nos équipes ou même à nos enfants, on devient l'architecte de leur potentiel. C'est un levier d'une puissance inouïe. Absolument. Et pour boucler cette exploration des solutions, il y a un autre concept central dans le livre. Mais là, ça ne concerne plus notre influence sur les autres, ça concerne notre propre capacité d'autorégulation. Vous pensez au test du marshmallow, je parie. C'est ça. Le fameux test mené par Walter Mischel à l'université de Stanford. On place un enfant seul dans une pièce devant une friandise. Et on lui dit que s'il résiste un quart d'heure sans la manger, il en aura une deuxième. Une torture pour un enfant. Un vrai défi. Et pendant des années, on a vendu cette expérience comme le test ultime de la volonté brute, le courage mental face à la tentation. Mais Mercier explique que ce n'est pas du tout une question de force brute. Non, absolument pas. Michel s'est très vite rendu compte que les enfants qui résistaient ne le faisaient pas en fixant le marshmallow avec les poings serrés, en puisant dans une sorte de réserve magique de volonté. Ceux qui fixaient la cible finissaient toujours par craquer, non ? Toujours, parce que l'amygdale et le circuit de la récompense finissent inévitablement par gagner ce genre de bras de fer d'usure. Alors c'était quoi la clé de leur réussite à ces gamins ? La clé, c'était ce que Michel a appelé le déploiement attentionnel. C'est-à-dire le fait de pirater sa propre attention pour fuir la source du désir. Précisément. Les enfants victorieux mettaient en place des stratégies actives de distraction.
Ils faisaient quoi concrètement? Ils se tournaient physiquement pour ne plus voir le bonbon, ils chantaient, ou bien ils imaginaient que le marshmallow était un petit nuage ou un objet en plastique. Ah, ils changeaient carrément la nature de l'objet dans leur tête. Oui, ils utilisaient leur fonction exécutive pour recadrer un stimulus émotionnel chaud, la friandise délicieuse, en un stimulus cognitif froid, donc un objet neutre. C'est génial comme technique. Et ce qui est fou, c'est que les études menées des décennies plus tard ont montré que cette capacité spécifique à différer la gratification, ça prédisait plein de choses pour leur avenir. Ah oui, avec une précision redoutable. Cette agilité attentionnelle prédisait la réussite scolaire, la stabilité financière et même la santé physique à l'âge adulte. Ça veut dire que l'autocontrôle, la discipline qu'on valorise tant, c'est pas un trait de caractère moral qu'on a ou qu'on n'a pas à la naissance? Pas du tout. C'est une compétence purement technique. C'est l'art de concevoir son propre environnement et de diriger consciemment son attention pour éviter que le cerveau préhistorique ne prenne le dessus. Exactement. Comprendre nos biais n'est pas une excuse pour baisser les bras et se dire « c'est la faute de ma biologie C'est plutôt un mode d'emploi pour mettre en place de meilleures stratégies. ». C'est le but ultime du livre, oui. Eh bien, c'est une excellente façon de résumer la mission de cette plongée au cœur de la psychologie humaine. Finalement, ce manuel n'est pas là pour nous accabler sous le poids de nos limites. Loin de là, C'est littéralement l'interface de programmation qui nous manquait pour reprendre la main sur notre logiciel interne. En comprenant ces dynamiques, on muscle drastiquement notre intelligence sociale. on devient beaucoup plus lucide, oui. On devient capable de déceler le moment où notre jugement est pollué par un biais de halo, ou le moment où on s'efface lâchement derrière le groupe, ou même la manière dont on étouffe le potentiel de nos proches sans s'en rendre compte. Et c'est l'essence même d'une pensée critique fonctionnelle. Dans notre écosystème moderne, saturé de marketing, de foule numérique et de fausses informations, ignorer ces biens n'est plus seulement dommageable. C'est dangereux. C'est très dangereux. Connaître ces rouages invisibles, ça permet de naviguer avec clarté au lieu de dériver. Et c'est justement sur cette notion de navigation que je souhaite ouvrir une dernière perspective pour notre audience. Une réflexion à emporter avec soi après notre échange. Une piste pour aller plus loin. Voilà. Si notre mémoire est une structure si fragile qu'elle est constamment réécrite par les simples mots qu'on entend, Oui, et si nos jugements les plus intimes sont dictés par des réflexes évolutifs ou la pression subtile du groupe, alors il devient urgent de s'interroger sur la qualité de notre propre régime mental. c'est une excellente métaphore. Quels sont les médias que nous consommons? Quels sont les environnements sociaux dans lesquels nous laissons notre cerveau baigner tous les jours? Puisque tout ça nous programme en fait. C'est ça. Si on est biologiquement la somme de ces influences extérieures, alors choisir consciemment ces influences est sans doute le seul véritable acte de libre arbitre qu'il nous reste. Une belle invitation à reprendre enfin le volant de notre propre esprit.